Cette industrie autour de l'aéronautique, c'est vraiment incroyable. L'objectif, c'est d'abord de trouver des partenaires. L'aéronautique est avant tout un métier de passion, donc le but du Bourget, c'est de se faire montrer notre savoir-faire, montrer qu'on est capable de faire. Là, le châssis de fabrication 100% française. On travaille essentiellement pour Safran. Skydrone, pour l'instant, est en train de lancer une OPA sur Fréquence Drone pour pouvoir acheter la station. Bien, vous venez d'entendre quelques extraits captés lors du salon du Bourget auquel Fréquence Drone a participé. Ces acteurs de la filière drone ont accepté de répondre à nos questions avec un très grand sérieux, non sans une pointe d'humour comme vous venez de l'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Drone, votre rendez-vous incontournable pour explorer l'univers fascinant des drones. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur du dernier salon du Bourget, où nous avons rencontré une pléiade d'acteurs clés de l'industrie des drones, chacun apportant son expertise et ses ambitions. Des concepteurs visionnaires au pôle de compétitivité, des équipementiers aux entreprises de mécanique de haute précision, et même des sociétés en recherche de partenaires commerciaux ou financiers, découvrez la richesse et la diversité de cet écosystème dynamique. Allez, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur de l'industrie des drones. Restez à l'écoute car vous êtes sur Fréquence Drone, votre fenêtre ouverte sur l'avenir des activités télépilotées. Oui, bonjour, Hervé Rousselot, donc je suis le président d'AMGI. AMGI, c'est une boîte un peu plus que trentenaire qui travaillait dans l'aéronautique depuis toujours, mais spécialisée dans la fabrication de commandes mécaniques d'inclinaison de sièges d'avion. Quand j'ai repris la société en 2019, je voulais diversifier la production et j'ai créé un partenariat avec Didier Carré d'AEP Drone Groupe Aéropixis pour faire l'assemblage de drones professionnels de pulvérisation. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur le salon du Bourget avec des drones et des choses qu'on sait faire aussi en assemblage mécanique de diverses choses. Voilà. L'objectif étant toujours de continuer à développer la société, trouver d'autres activités complémentaires. Alors, au-delà du drone, justement, que fait AMGI ? Alors, notre spécialité, comme je disais, c'est l'assemblage de commandes mécaniques d'inclinaison de sièges d'avion. On travaille essentiellement pour Safran, pour ça. Mais on fait aussi de l'assemblage de pompes hydrauliques pour les turbines d'hélicoptères. Alors, c'est encore un petit marché, mais c'est prometteur. Et puis, on est capable de faire toutes sortes d'assemblages mécaniques, de la grande à la petite série. Alors, grande série, c'est quoi, par exemple ? Grande série, ça peut être 4000 pièces par mois. Et concept aéronautique ? Ou pas. On est partant sur d'autres choses. On a eu une sollicitation sur de l'assemblage de grenades à plâtre pour l'entraînement, pour l'armée par exemple. Voilà, ce genre de choses, on est tout à fait prêt à se lancer là-dedans. Et qu'est-ce que tu attends de ce salon ? Alors, ce salon va nous permettre de nous faire connaître sur tout ce qu'on est capable de faire. Et on expose deux versions du drone. Le drone français, parce qu'on travaille avec un groupe de sociétés qui font partie de l'association Aérocentre, qui regroupe des sociétés de la région centre spécialisées aéronautique. Donc on est sur un châssis aluminium taillé dans la masse, qui est une innovation totale par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le drone. Des bras facilement connectables et déconnectables pour un transport aisé du matériel. Donc on veut voir comment ça va être reçu et préparer le salon UAV Show qui a lieu en octobre, où on présentera le drone dans sa version finale, capable de voler. Eh bien merci Hervé, donc je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup Thierry. Didier Carré, président d'AEP Drone, groupe Aéropixis. Donc je suis une filiale d'Aéropixis. Je suis constructeur de drones en pulvérisation agricole, viticole. J'ai démarré la société à peu près 1 an et demi. Je viens d'un monde donc d'ingénierie, ce qui fait que le drone pour moi c'est pas nouveau. Mais par contre on a travaillé pendant 1 an et demi sur la technique de pulvérisation. Nous avons travaillé en partenaire avec des vignerons pendant 1 an et demi sur la technique de pulvé. Ce qui permet d'adapter cet outil de pulvérisation sur un drone. Parce que tout le monde est capable de construire un drone bien entendu. Mais par contre, la technique de pulvérisation est différente. Voilà.
Alors, quelle est la particularité justement de ce drone? Parce que c'est une innovation, c'est un scoop, puisqu'il n'était pas présenté jusqu'à présent, il était bien caché. Donc aujourd'hui, on le présente. Alors, quelle est la particularité de ce drone? Alors, ce qu'on a caché, c'est surtout donc, la particularité du châssis, parce qu'actuellement sur le marché, on trouve des châssis donc, chinois. Pratiquement tout est chinois, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Par contre, là, le châssis de fabrication 100% française, par une société donc, qui travaille dans le monde aéronautique, qui est AMGI, qui est mon partenaire, et sur lequel on a développé un châssis structuré en aluminium et qui, d'un point de vue caractéristique, technique, est même supérieur au châssis chinois, et en plus en poids, on gagne aussi en poids. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté 100% français au niveau du châssis. Parce que le châssis français n'existe pas. Et Cocorico, j'en suis fier, bien entendu. J'en suis fier. Bon, ce qui n'est pas français, bien entendu, c'est les moteurs, batteries, vous essayez très bien que... Mais on a su s'adapter, on a fait aussi de l'innovation au niveau de la technique, au niveau des bras. Voilà, la fixation des bras. Ça n'est pas français, mais ça va venir. On va bien finir par trouver des constructeurs quand même français, non? Oui, j'espère. Si les Français, c'est vrai que s'adaptent notamment aux batteries, qui n'est pas évident, parce que ça, c'est... Je serai peut-être plus là quand on le verra, mais je le souhaite, parce que dès qu'on a un produit français, on essaie de l'acheter à partir du moment qu'il est compétitif au niveau des prix, et c'est là aussi où le bas blesse, bien entendu. Les batteries dédiées au monde du drone, je pense qu'on n'est pas près de les voir encore en France. Voilà. Eh bien, merci Didier, merci et bon salon. Merci à vous. Baptiste Vernet, Aérocentre, l'animateur technique. On a pour rôle globalement de fédérer toute la filière aéronautique dans la région Centre-Val de Loire pour aider les entreprises à se développer et à pérenniser globalement. Et puis donc moi, mon rôle dans cette belle association, c'est de justement créer des groupes de travail, des événements pour que les entreprises apprennent à travailler ensemble, et puis autour de thématiques, de techniques commerciales, des thématiques innovantes, voilà. Notamment le monde du drone qui nous a intéressés avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé. Quel est l'objet de la présence sur le salon du Bourget alors du coup? Le but en fait c'est de se faire un peu connaître, parce que c'est vrai que nos adhérents ne sont pas forcément connus dans le monde du drone, et de faire un peu connaître les initiatives de nos entreprises, de rassembler et travailler sur ce genre de thématiques, notamment le monde du drone aujourd'hui de travail, où on a pu travailler avec AEP Drone et AMGI qui nous a permis de lancer ce projet tous ensemble. Et donc le but du Bourget, c'est de se faire montrer notre savoir-faire, montrer qu'on est capable de faire, et montrer que les connaissances qu'on a en aéronautique dans l'avion sont tout à fait applicables en aéronautique pour le drone. C'est un bébé avion? C'est ça, c'est un petit avion finalement, et puis l'avantage c'est que les entreprises connaissent déjà les réglementations qui sont très strictes en aéronautique, donc les appliquer, ça va être très facile pour eux de les appliquer en termes de fabrication. On a besoin de suivi évidemment sur tout ce qui va être utilisation, donc on se fait suivre par des télépilotes, par AEP Drone qui nous accompagne aussi sur des points techniques qu'on peut louper, donc ça permet d'être carré et de faire du beau travail tous ensemble. Antoine Fleischmann, je suis le directeur général de la société Patrolaire, qui est une jeune start-up qui a été créée par mon associé Thierry de Boisvilliers en 2020. Donc moi, à titre personnel, je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers il y a longtemps, et toute ma carrière dans l'aéronautique, dans l'hélicoptère, donc chez Eurocopter qui est devenu Airbus Hélicoptère. Donc j'étais plutôt expert, moi, côté après-vente, donc très très tourné vers les opérations, donc c'est-à-dire la façon dont on utilise un hélicoptère. Et donc notre ADN en fait avec Patrolaire, c'est d'amener le drone dans des règles aéronautiques pour que ça fasse bon ménage avec tous les autres aéronefs. Voilà. Alors, au niveau des règles aéronautiques, bien évidemment, ça change. Là, on est en phase de transition. Comment se situe Patrolaire là-dedans? Alors justement, nous, on va apporter cette connaissance de la réglementation à des entités qui veulent créer des cellules drones parce qu'ils comprennent l'intérêt du drone, mais ils n'y connaissent rien à l'aéronautique. Donc en fait, on se rend compte qu'ils savent définir leurs besoins, mais ils ne savent pas du tout dans quel cadre il va falloir qu'ils opèrent. Donc nous, on va leur apporter cette connaissance, sachant qu'on est toujours en anticipation des règlements à venir. De par notre passé aéronautique, on a eu l'habitude de discuter avec les services officiels, que ce soit l'EASA, la DGAC pour la France, ou encore la FAA en Amérique du Nord et dans les pays qui appliquent ces règles. Et donc on va les aider à pouvoir opérer à l'intérieur du cadre réglementaire. Alors quand on prend le cadre réglementaire de base, il est très très restrictif.
Par exemple, quand on va faire une mission en S2, c'est-à-dire drone hors vue, on va être limité à 1000 mètres d'élongation par rapport au télépilote. On se rend compte que très très vite, ça ne suffit plus, c'est-à-dire que les utilisateurs veulent aller plus loin. Et c'est là où nous, on va leur apporter notre savoir-faire et faire les dossiers d'analyse de sécurité pour aller au-delà, pour ne pas la nommer la SORA. Mais une SORA, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, et ils ne veulent pas aller là-dedans. Donc en fait, nous, on se positionne comme étant ceux qui vont les aider à monter une cellule de drone tout en respectant le règlement d'aujourd'hui et à venir. Nous, on voit, là, on est en train de se spécialiser un petit peu dans le monde de la montagne, qui a de très très gros besoins. D'ailleurs, demain, on va faire une annonce. On a travaillé sur le concept d'un pôle d'excellence drone montagne. D'ailleurs, on est en train de réfléchir aussi à un pôle d'excellence drone sur l'île de la Réunion. C'est pour ça qu'on était à la Réunion l'année dernière, parce que les besoins sont un petit peu différents, mais quand même se rejoignent, qui va fédérer tout ça en fait. Et dont le but est de devenir une référence sur l'utilisation du drone dans ce milieu-là, quelles que soient les utilisations. Et au fait, l'UAV chaud de l'île de la Réunion, alors ça a donné quoi? Il y a eu des suites? Alors oui, déjà on a trouvé un partenaire sur l'île parce que déjà on est parfaitement conscient qu'il y a un marché là-bas. Et donc on est devenu partenaire de Fly Air, qui est le constructeur de drones sur l'île, qui lui a un centre d'essai, on va dire, et nous on pourrait s'occuper de la partie formation. Donc déjà ça a eu cet intérêt de faire leur connaissance. Comme le monde est tout petit, le patron de Fly Air, c'est Rémi Albert qu'on connaissait bien. En tant qu'Airbusien, il a travaillé pour Airbus, etc. Donc on a fait affaire tout de suite et on se comprend en fait. Et on avance ensemble. Donc oui, il y a eu des retombées immédiates. Le monde aéronautique est un petit monde tout compte fait et où beaucoup se connaissent pour avoir travaillé les uns avec les autres ou en partenariat, effectivement. Oui, donc, et on fait d'ailleurs, même sur le Bourget ici, qui est énorme, là on vient de faire un petit tour, on voit qu'il y a de plus en plus de drones, puis comme par hasard on croise des gens qu'on connaît. Donc le dialogue s'instaure très très vite, voilà encore un monsieur qui est en train d'arriver, qu'on connaît très bien, ancien directeur commercial chez Airbus, voilà, qui s'est reconverti comme nous en fait. Parce que nous on s'est reconverti dans le drone par passion, et l'aéronautique est avant tout un métier de passion, donc les passionnés... On a beau être presque à la retraite, on continue quoi. Voilà. Merci beaucoup, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, moi je suis Thierry de Boisvilliers, j'ai passé toute ma carrière dans l'aéronautique. J'ai commencé dans le domaine de la défense, où j'ai été pilote d'hélicoptère d'attaque, commandant d'escadrille, et j'ai terminé ma carrière dans le domaine de la formation. J'ai ensuite quitté l'armée pour rejoindre Hélisim, qui est le training center simulation d'Eurocopter. J'ai fait 18 ans chez Airbus Hélicoptère dans le domaine de la formation pour commencer. J'ai été responsable de la formation opérationnelle sur NH et Tigre. J'ai ensuite basculé à la stratégie où j'ai travaillé sur la politique produit des hélicoptères légers, des systèmes d'armes, et ensuite j'ai été segment manager au marketing sur toute la gamme des hélicoptères de combat. J'ai donc quitté la société en 2021 pour me lancer dans cette grande aventure des drones et de patrouilleurs. Alors, patrouilleur, donc c'est depuis 2021, donc aussi sur l'île de la Réunion, puisque c'était vu là-bas. Oui, en fait, on a débuté l'aventure en métropole et effectivement, très rapidement, on a répondu à un appel à projet à La Réunion sur la création d'un centre d'essai et de formation. Et en fait, aujourd'hui, on est en train d'installer sur l'île des pions, en fait, des formateurs, de manière à mettre une petite graine en place. On est en coopération avec Fly Air, qui est un constructeur de drones sur l'île de la Réunion, et avec cette entité qui est spécialisée dans les essais en vol, on travaille sur la mise en place de ce centre. Alors ce centre, il aura pour vocation d'avoir une emprise dans l'océan Indien. Et on travaille aussi sur des potentiels clients sur la zone Indo-Pacifique. Alors, Patrouilleur, il me semble aussi, avait fait une formation sur du secours en montagne. Oui, absolument. Alors en fait, on a commencé nos activités dans le domaine de la sécurité. On avait formé la police de Nice,
Mais avec la loi sécurité globale qui est sortie et qui interdisait l'usage du drone pour les polices, on a pivoté et on s'est lancé dans le domaine de la montagne et de la formation des des domaines skiables. Les premiers domaines skiables qui ont été formés sont Val Thorens, Serre Chevalier, et on est en train aujourd'hui de déployer cette formation et cette compétence montagne dans les stations de ski des Alpes pour commencer, et ensuite on continuera sur les Pyrénées. Mais aujourd'hui on est vraiment en train de développer ce segment montagne parce qu'on s'est rendu compte que la montagne est un lieu parfaitement adapté à l'usage du drone. Les hommes sont, dans quasiment toutes les missions qui sont réalisées, les hommes sont confrontés à l'environnement qui est hostile, et utiliser un drone permet d'éviter d'engager ces hommes et de réduire forcément les risques. Quel est l'objectif recherché sur ce salon ? Alors l'objectif c'est d'abord de trouver des partenaires, pas forcément des clients, mais vraiment créer des partenariats. Et c'est ce qu'on commence à faire, puisque ça fait 1 heure qu'on est là et on a déjà rencontré des gens avec qui on va potentiellement travailler, puisqu'on se rend compte que le drone, alors là sur le salon, on voit bien l'émergence de tout ça. On a du drone dans chaque travée du Bourget, et on sent bien qu'il y a des coopérations à faire de manière à faire émerger des usages de qualité et avec du potentiel important. Eh bien, un grand merci. Merci beaucoup Thierry, à la prochaine. Je suis Eric Merck, je suis vice-président de chez BAC Industrie. Et donc concepteur de ce bac motor qui est... puisqu'on est une équipe de 7, avec la responsabilité de mon président Robert Alémandi. Et on a 2 ingénieurs moteurs qui sont des grands spécialistes, qui sont tous les 2 qualifiés de l'EPNER. Et moi, en tant que pilote d'hélicoptère, je les connais depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai soutenu cette initiative d'un nouveau moteur, parce qu'on l'a conçu et réfléchi vraiment dans une optique de quelque chose de totalement nouveau, dans une optique écologique, mais dans une optique de performance. Non, l'aviation, elle a encore beaucoup de choses à vivre. Elle peut vivre avec des moteurs propres. Le temps que l'hydrogène arrive, le temps que les batteries arrivent à avoir suffisamment pour donner des autonomies longues, un moteur comme ça, ça vous donne au moins 2h30 d'autonomie sans jouer sur la charge utile. À partir du moment où vous mettez des batteries, les batteries elles feront le même poids à l'atterrissage comme au décollage. Là, tout le carburant que vous avez mis au début, il va réduire, vous allez réduire votre poids, donc ça va être plus facile à l'atterrissage. Puis l'avantage des moteurs hybrides, enfin en sécurité, c'est qu'au décollage, vous pouvez coupler le moteur thermique et le moteur électrique. Et donc vous avez une sécurité au décollage pour atteindre tout de suite la V2. Et dès que vous avez atteint la V2, que vous êtes en vol, si jamais même on avait un problème de moteur, le moteur électrique permet de faire un tour de piste et de revenir se poser. Donc vous voyez qu'on a multiplié les éléments de sécurité, les éléments de performance, les éléments écologiques et les éléments économiques. Un moteur comme ça, en 5 ans, quand vous enlevez le moteur thermique que vous avez actuellement sur un avion, un hélico ou un drone, en 5 ans, avec les économies que vous faites en carburant, en maintenance, vous vous êtes remboursé le moteur. Au fait, ça vaut combien un moteur comme ça ? Alors ça dépend. Il y a toute une gamme de 50 kW à 800 kW. Après, ça dépend dans quoi on le met, parce qu'il y a tout le travail d'adaptation. Mais c'est des moteurs qui sont plutôt dans les échelles des 100 kg jusqu'à 500, 600. Voilà. C'est dans cette gamme-là. Mais avec la rentabilisation, l'économie de carburant que vous faites et l'économie de maintenance, vous l'amortissez très rapidement. Eh bien, un très grand merci. Je suis épaté de voir ça. C'est français. On fait en France avec des entreprises françaises. Et puis l'usine, on essaye de la monter à Aix-les-Milles. C'est pour ça qu'on est accueilli là par le team Henri Fabre. Parce que la région sud nous aide à construire une usine qui va regrouper toutes ces entreprises pour construire ces moteurs et ces drones du futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît de Bel Air Aviation. Bel Air Aviation, c'est une société qui conçoit et fabrique des drones gros porteurs. Voilà, donc on a une activité de bureau d'études et puis on est spécialiste en matériaux composites et donc on développe des châssis full carbone. Alors pourquoi on a choisi de travailler sur ce matériau-là ? Parce que ça nous permet d'avoir un matériau tout d'abord qui est totalement réparable.
Donc, un drone, ça peut casser assez facilement, donc nous, nos châssis se réparent, donc c'est une source d'économie importante pour l'utilisateur. Ensuite, on a fait le choix de faire des châssis complètement étanches, donc ça permet de voler en tout temps. On a des châssis qui résistent très bien au vent, aux rafales. D'ailleurs, on est d'Avignon, on est très bien placé pour les tester. Et puis surtout, on a mis en place un système de ventilation des batteries. Donc nos batteries sont réfrigérées en permanence, ce qui permet d'augmenter leur autonomie et d'augmenter leur durée de vie. Donc ça, ce sont les 3 points essentiels, les avantages essentiels de nos drones. On finalise actuellement un nouveau modèle qui s'appelle le Bel Air 14, 14e modèle de l'entreprise. On en a déjà homologué 12. Et donc ce modèle va pouvoir emporter jusqu'à 70 kg de charge utile, donc une masse totale au décollage de 150 kg. Et on destine ce modèle à différents usages. Tout ce qui peut permettre de transporter des charges donc pour la sécurité civile, le fret maritime, le transport de charges en montagne. Tout à l'heure, vous parliez de patrouilleur, pour déplacer des charges auprès des pylônes dans des zones difficiles d'accès. L'armée, on espère. Voilà. Les hôpitaux pour transporter des organes. Aujourd'hui, transporter un organe, c'est 60 kg de charge. Voilà, donc on a tous ces développements. Ensuite, on a d'autres projets pour faire des drones de plus en plus gros, avec un drone monoplace. Donc aujourd'hui, on travaille sur un drone monoplace pour emmener une personne, plutôt en modèle ULM. Et ensuite, des drones gros porteurs, toujours à destination des armées de la sécurité civile. Et le rêve de l'équipe, c'est la voiture volante. Donc on a développé un prototype numérique. Voilà. Ensuite, on va sécuriser, développer d'abord nos marchés sur des modèles de plus en plus gros. Et puis voilà, à terme, le rêve de toute l'équipe, ce qui nous anime, c'est de pouvoir fabriquer et vendre cette voiture qui sera une supercar volante. Alors, BLR, c'est situé où ? Alors, nous sommes situés à Entraigue-sur-la-Sorgue, à côté d'Avignon. On a la chance d'avoir eu, dès le départ, un investisseur qui nous a permis d'aménager dans un local de 220 mètres carrés, où on a notre bureau d'études, un hangar, une salle de peinture, une salle de ventilation, une salle de ponçage. Donc on peut tout fabriquer sur place, on a tout l'outillage. Donc on est prêt à produire à partir, si tu vois bien, de la rentrée. Donc là, pour le Bel Air 14, on est en train de recevoir nos moules. On a des moules en aluminium des contre-moules pour faire nos moules ensuite. Et on démarre les ventes, si tu vois bien, fin d'année. Voiture volante. Qui dit voiture volante, c'est très intéressante. Mais voiture volante, ça dit qu'elle est et à la fois voiture et à la fois avion, quoi. Oui, tout à fait. Donc on est allé, au niveau technologie, on est allé beaucoup plus vite que la réglementation. Donc c'est dans notre idée, ça reste dans l'immédiat une supercar. Donc autrement dit, un jouet qu'on ne vendra pas forcément en France, parce qu'il y a une clientèle pour ça à l'international. Donc on va d'abord aller chercher ces gens-là. Et nous, l'idée, c'est de rester dans le modèle start-up, de faire vraiment du très haut de gamme et des petites séries. On a un très très beau modèle. Donc on va rester sur des marchés, des micro-marchés. On ne va pas se lancer dans des marchés de masse qui sont d'ores et déjà pris par un certain nombre d'acteurs. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bon salon alors. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour Thierry, ça fait très plaisir de te rencontrer au Bourget. Donc moi je suis Marc Pavageau, je suis président fondateur de Lifelines et nous sommes sur un créneau très particulier qui est le transport et la logistique par drone et robot dans le domaine de la santé. Et on s'est aperçu déjà depuis 7 ans qu'il y a vraiment un énorme besoin d'organiser la logistique dans les hôpitaux. Et donc déjà à l'intérieur d'un établissement, d'où un robot autonome, entièrement automatique à l'intérieur d'un hôpital, et le drone inter-établissement au niveau de ce qu'on appelle le GHT, le groupement hospitalier du territoire, qui est à peu près un département, qui fait que comme ça il y a une synergie entre les hôpitaux et on peut transporter d'abord les prélèvements de sang, parce que souvent il y a des plateaux techniques centraux, donc on voit toujours les conséquences écologiques, embouteillage, rapidité, qualité de soins. Et surtout, notre créneau, qui est là, nous sommes vraiment les seuls à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il faut une continuité drone-robot. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet. Donc, ce qui fait qu'il faut entièrement automatiser toute la chaîne logistique. Donc, aller de la pharmacie à l'infirmière ou de l'infirmière à la biologie. Et ceci, que ce soit à l'intérieur de l'établissement.
inter-établissement et la continuité drone-robot. Et c'est ça qui est vraiment passionnant parce que ça répond mot pour mot aux besoins. On est seul à avoir cette vision et à avoir compris ce besoin. Parce que notre originalité, c'est que nous sommes vraiment tirés 100% par le besoin. Même si je suis ingénieur, mais bon, je suis psychanalyste aussi, et du coup, moi j'écoute ce pain, voilà, qui est la difficulté. Quand j'ai découvert ce besoin, et à chaque fois qu'on parle à un pharmacien, une carte de santé, il dit débarrassez-nous des coursiers. Pas des individus, bien sûr, mais de la fonction, parce que tout simplement, les hommes sont les hommes, ils sont là, ils sont pas là, à 16h ils s'en vont, donc, et alors que le travail est surtout toujours 24 heures sur 24. Et donc, une fois qu'on a compris vraiment ce vrai besoin, nous, Lifelines, on est vraiment intégrateurs. Donc, du coup, j'ai cherché une technologie qui est nécessaire. Donc, le drone, là aussi, quel drone d'aujourd'hui qui fonctionne. On parlait des USSP, des U-Space, qui va faire les meilleurs U-Space, comment faire que les projets soient rentables. Là aussi c'est important. Et pour les robots, là on est parti du côté de l'industrie, à chercher les meilleurs robots qu'on s'appelle les AMR, Autonomous Mobile Robot, qui viennent de l'industrie, donc qui marchent très très bien dans l'industrie. On travaille tout simplement avec le leader mondial, le MIR du Danemark, qui est vraiment des petits bijoux parce qu'il n'y a aucune collision, ça tourne, ça prend l'ascenseur, ça ouvre les portes. Et même si la partie technique du robot, maintenant il est relativement standard, mais c'est tout logiciel qu'il y a derrière, parce que l'air de rien, c'est quand même très complexe. Et dernier point dans notre job, c'est de développer un applicatif un peu, je dirais, type Uber, qui fait que pour le métier, je vais demander un transport et je vais suivre mon transport et je vais t'informer où j'en suis de mon transport et quand je vais être livré. Et donc ce côté soft, c'est pas le côté le plus sexy, par contre c'est le côté vraiment ça le métier, qui fait que je sois pharmacien, biologiste, cadre de santé, je sais exactement où sont mes transports, soit que j'ai demandé ou ceux que je dois recevoir, je peux faire des statistiques et ainsi de suite. Et ce soft, ça c'est important parce que du coup on est scalable. Et du coup, on peut le déployer, et nous sommes en train d'aujourd'hui de préparer déjà notre internationalisation, avec bien sûr les USA, toujours, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, qui sont bien sûr l'Europe, ça va de soi, mais qui sont très friands de ces produits. D'accord, donc beaucoup de projets, ça c'est intéressant. La technologie est là, mais pas la réglementation, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous transportons ? Sur les drones, on transporte surtout des tubes, les prélèvements sanguins. Ça peut être du sang aussi, ça peut être une poche de sang, c'est 450 grammes, donc ça va. Les médicaments plutôt solides ou liquides, ça au moins c'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui. On voit plus tard les poches de chimio. C'est un vrai sujet. Plutôt que le patient, déjà vous êtes malade et vous devez faire 40 km pour aller à l'hôpital et c'est insupportable. Comment la poche de chimio peut être envoyée dans un centre de santé plus proche du patient. Donc là, on voit vraiment les gains. Sachant que là aussi, un petit détail, c'est là où le temps est important. Une poche de chimio, quand elle sort de la salle blanche, elle a 1 heure avant qu'elle soit injectée au patient. Donc vous voyez tout de suite que la fiabilité est absolument essentielle et ça on ne peut pas le faire en voiture. Ça, là aussi il y a pas de réglementation, ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais le besoin il est absolument énorme. Alors aujourd'hui on transporte on va dire des grammes à quelques petits kilos, donc on peut envisager aujourd'hui du fret plus important par drone ? Oui, là ça va vraiment ouvrir des portes très intéressantes. Je pense à tout ce qui est stérilisation. Donc apporter une boîte de stérilisation pour la chimio, pour la chirurgie, c'est à peu près une boîte qui fait 10 kg, donc tout compris. Donc là, comme souvent les postes de stérilisation sont décentralisés, ça va permettre là aussi d'envoyer des boîtes dans les hôpitaux, des hôpitaux de proximité. Donc le passage à 10-15 kg va être vraiment très, très important. Après, bien sûr, c'est tout ce qui est organes, c'est certain. Le Graal qu'on vise tous, c'est le cœur, donc c'est du 50 kg à peu près avec la machinerie sur 500 km. C'est à peu près là où c'est intéressant. Donc on attend un cargo. On a vu pour la charge utile, l'autonomie, on peut aller jusqu'à quelle distance aujourd'hui avec ce genre de drone ? L'autonomie du drone doit être au moins 80 km plus un aller-retour, c'est à peu près ça.
En France, il y a pas mal d'îles, hein, donc on voit tout de suite les avantages, hormis la Corse qui a un peu les besoins, et tous les fonds de vallée. Tous les fonds de vallée aussi, c'est un peu des zones isolées. Et comme tu es de l'Aveyron, tu vois aussi que tout le centre, tous ces déserts médicaux, là aussi les prélèvements, là j'ai vu sur les laboratoires privés, aujourd'hui, ils sont presque 100 km à faire le point où on fait le prélèvement sanguin et le plateau technique. Donc, faire une voiture qui va faire tous ces allers-retours, avec les problèmes de temps de réponse, là, on voit tout de suite la fiabilité que ça peut amener, quoi. Donc, c'est vrai que là, le drone peut être quelque chose de très intéressant. La zone idéale dans ces arguments, c'est la Corse. Évidemment, ça saute aux yeux. Et pour moi, c'était le premier lieu pour faire ces vols. Bon, mais il y a du projet, hein, il y a des idées, hein, mais en effet sur le centre de la France, voilà, des sites comme ça où il y a vraiment un impact et surtout une économie. Eh bien, dès que le camping-car de Fréquence Drone passe sur la région, il s'arrêtera sur un hôpital et en tous les cas dans ton entreprise. Merci beaucoup. Merci Thierry. Romain Salmon, je suis coordinateur donc, au sein de DevUp. Donc, DevUp, c'est l'agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire. L'idée ici, donc, c'est d'avoir un pavillon en région où exposent en fait donc, des entreprises du territoire de la région. Et donc on les accompagne, on va dire, pour leur faciliter tout le volet logistique, l'aménagement du stand, essayer aussi de mutualiser en termes de coûts en étant, on va dire, plus nombreux. Et on a une deuxième activité, on va dire, c'est profiter effectivement du salon pour promouvoir donc, la filière aéronautique en région et essayer éventuellement on va dire d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. Donc voilà les deux volets. D'un côté, accompagner déjà les entreprises existantes à exposer sur le salon et leur faciliter à faire du business. Et de l'autre, d'essayer de promouvoir économiquement la région sur le salon du Bourget. L'activité drone là, sur la région, justement, elle se développe bien ? Oui, il y a un certain nombre, on va dire, d'acteurs de l'aéronautique qui voient ça vraiment comme une opportunité de diversification d'activités, soit pour fabriquer des composants qui vont servir à la fabrication des drones, ou alors carrément de se dire on va monter notre propre drone made in France avec un certain nombre de composants si possible français. Et voilà, donc c'est une activité qui est en fort développement sur la région. Qui a en fait des aides, des financements liés à l'innovation, on va dire, à la R&D, pour essayer d'accélérer ces projets et de les aider surtout dans le financement du développement, hein, qui peut être assez cher. Tout ce qui est aussi le volet homologation de chacun des produits. Donc voilà, il y a des aides en fait publiques qui sont allouées par la région pour accélérer ces projets. Alors comment font les porteurs de projets pour accéder à ces aides ? Parce que l'on entend dire, c'est je ne sais pas où trouver l'argent. Après, c'est un petit peu justement notre travail, c'est-à-dire de faire un certain nombre de visites de ces entreprises-là, de passer par... donc nous, on a la chance d'avoir un cluster aéronautique qui s'appelle Aérocentre, et par ce biais-là, en fait, les gens avec qui on collabore, qui animent ce cluster, sont au courant des dispositifs. Et donc, dès qu'ils ont l'identification d'un projet, ils savent effectivement après nous contacter pour qu'on mette en place le dispositif. Après, donc, il y a un dossier bien évidemment à monter, une instruction du dossier. Mais bon, à partir du moment où on est informé très en amont des projets, on arrive à les faire rentrer dans les cases. Il y a un accompagnement pour le montage des dossiers aussi ? Alors on leur donne effectivement un petit coup de pouce. On ne sera pas là effectivement pour monter quand même de A jusqu'à Z le projet, mais bien évidemment on essaye de les accompagner au mieux dans le cadre de leur montage de dossier et surtout sur la relecture aussi du dossier. Voir éventuellement si on leur donne des petites préconisations, des petits conseils pour que leur dossier soit vraiment nickel. Un autre volet du drone, c'est la réglementation, qui est très peu comprise, je dirais, aussi bien par les acteurs eux-mêmes que par les administrations, qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Alors ça, sur ces aspects de réglementation, je vous avoue que moi aussi, j'ai pas toutes ces connaissances-là. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie aussi beaucoup sur le cluster Aérocentre, qui a tout un service aussi de veille juridique, etc. au niveau réglementaire. Alors pour tous les sens... au sens large de l'aéronautique, hein, mais donc sur les aspects drones, on peut s'appuyer effectivement sur leur expertise pour aider au moins les entreprises à y voir beaucoup plus clair sur ces aspects de réglementation. Comment on peut voir le développement du drone sur la région centre ?
On peut le voir avec les entreprises justement qui travaillent sur ces sujets-là. Alors pour le moment, je dirais c'est un petit peu méconnu parce que justement les entreprises sont en train de s'approprier et de mettre en place un certain nombre de projets. On va dire que ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment sorti Covid où certains justement se sont dit faut absolument que je me diversifie quand ils ont pris de plein fouet l'arrêt des activités. Et le drone a tout de suite été pour beaucoup une réelle opportunité de développement. Et c'est vrai que concrètement, on voit des premiers essais en vol, ce type de choses qui arrivent, donc on le voit de manière concrète dans le ciel, mais on ne le voit pas encore de manière réaliste, etc. Mais ça, je pense que dans les mois qui arrivent, ça... Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette interview, et puis je te souhaite un bon salon. Merci beaucoup, à vous aussi, au revoir. Alors bonjour Thierry, moi je m'appelle Antoine Vidalin, je suis le CEO de Skydrone Robotics. Skydrone Robotics, c'est une société qui est à La Rochelle, on a une quinzaine de personnes, on a 7 ans d'existence maintenant et on est constructeur de drones. Alors tu me disais tout à l'heure que tu as démarré avant d'être constructeur de drones dans le cinéma. C'est vrai, il y a une douzaine d'années, j'ai toujours travaillé dans les médias, moi, la télévision, le cinéma. Je suis aussi pilote d'avion, de parapente, j'ai aussi fait beaucoup de modélisme petit et donc quand j'ai vu qu'on pouvait faire voler une caméra, je me suis dit ça c'est pour moi et donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure drone audiovisuel avec d'ailleurs Alexandre Laveste de Hexadrone, c'était mon premier pilote. Skydrone aujourd'hui c'est devenu donc une entreprise qui construit des drones, c'est ça, et des drones qui peuvent porter une charge utile importante. Aujourd'hui, oui, effectivement, Skydrone Robotics, on construit des drones. C'est vrai que on s'était lancé il y a 5 ans dans un projet d'avion VTOL, avion au décollage vertical en hybride, un quad plane plus moteur thermique. On est très fiers d'avoir réussi ce pari en 2017, il y a 6 ans déjà en fait, on a fait voler, on ne devait pas être beaucoup en France à faire ça. Ce prototype on l'a toujours, on a décidé sciemment de ne pas l'industrialiser parce qu'il lui fallut à ce moment-là vraiment beaucoup d'argent pour le faire. Et puis ça ne répondait pas non plus au marché français-européen en fait. Donc on s'est lancé parallèlement en fait on a eu pas mal de chiffre d'affaires en construisant des prototypes pour plein de grands comptes, du sur-mesure avec des conditions particulières. C'est vrai qu'on repartait en R&D à chaque fois et on s'est dit en fait on va construire un drone qui va pouvoir adresser un nombre de missions très vaste. Et c'est de là qu'est né le drone versatile. Alors ce drone versatile, il peut prendre quelle charge utile ? Le drone versatile, aujourd'hui, le maximum qu'on peut faire, c'est 35 kg de charge utile. Et donc, on a plusieurs types de bras motorisés qu'on interchange sans outil avec une broche PIP. C'est un petit système breveté. Et donc, on peut mettre des moteurs très efficients pour voler longtemps ou alors des moteurs très puissants pour porter beaucoup. Je dirais que nous, on va commencer à porter des charges intéressantes. Alors, justement, porter des charges intéressantes, quel type de charge, pour quel usage en fait ? Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est plateformiste et donc on propose une base de drones très adaptable qui est ouverte pour plein de marchés. Donc on peut porter du colis sous filet comme on fait déjà sur des machines vendues pour le Minarm. On peut aussi porter des colis de santé. On est dans un projet de transport de sang entre Bordeaux et La Rochelle là, avec Drone for Life. On peut aussi intégrer des perches qui vont toucher les éoliennes. On peut intégrer des planteurs, des charges utiles qui vont planter des graines par exemple. On fait aussi du travail aérien sur une ligne électrique où on va poser des capteurs sur les lignes électriques. Et je dirais la réglementation pour les transports justement par drone de ces charges utiles. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple tout ce qui est transport de colis de santé, donc c'est en zone urbaine ou périurbaine. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas encore de marché parce qu'il n'y a pas de machines qui ont un niveau de safety suffisant pour pouvoir adresser ces marchés-là en fait. Donc je dirais que le business case de ça, il est pas mature aujourd'hui, puisque les machines ne sont pas adaptées à la réglementation. Est-ce qu'on va voir apparaître des lignes aériennes de drones ? Je pense qu'on va voir apparaître des lignes aériennes de drones, probablement avec des plateformes, des drones airport, des hubs. Moi, j'en suis persuadé. Je ne crois pas que ça soit en 2023 ni en 2024. À quel horizon à peu près ? C'est comme une devinette. Disons que la question, ça serait est-ce que c'est avant 2030 ou après 2030 ? Ça pourrait être...
Je sais pas, hein, je suis pas sûr qu'on voit des choses vraiment arriver avant 2030. Moi. Le problème, il est quoi? Il est d'ordre réglementaire, d'ordre sécuritaire, acceptation sociale? Pour moi, il est d'ordre réglementaire. En tout cas, la réglementation est là. Je dirais que les ASA n'a pas encore tout calé, mais il y a quand même des guidelines qui sont assez claires. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, la technologie n'est pas encore suffisamment safe pour pouvoir rentrer dans les guidelines qui sont déjà érigées par les ASA. Le jour où on saura faire un drone en CL5, à ce moment-là, il y aura vraiment du marché en fait. La problématique, c'est quelles vont être les caractéristiques d'un drone qui va pouvoir faire du CL5, il aura combien de moteurs, combien d'hélices, l'autopilote, si l'autopilote fait 5 kg et que peut-être qu'à ce moment-là, la machine sera tellement lourde et tellement chère que finalement il n'y aura plus de business model. Alors, quel est l'avenir de Skydrone aujourd'hui? Comment tu vois l'avenir de Skydrone? Skydrone, pour l'instant, est en train de lancer une OPA sur Fréquence Drone pour pouvoir acheter la station. Ah, là, si vous voyez la tête de Thierry à ce moment-là. Non, reviens à la vie, Thierry. C'est avec plaisir que je te le vends. Mais, tu vas vite t'apercevoir du travail que c'est. Hein. Non, mais je rêve du camping-car. C'est génial. Alors, je reprends effectivement. Alors, comment tu vois un peu l'avenir en dehors de l'OPA? Donc, comment tu vois un peu l'avenir? Parce que dans le drone, beaucoup de gens commencent à devenir pessimistes par rapport à leurs activités, dans la mesure où ils se disent que la réglementation, elle est aujourd'hui castratrice dans leur développement. La réglementation est castratrice, effectivement. Nous, on a réussi quand même à avoir des marchés sur lesquels on peut avoir des drones opérationnels qui peuvent opérer en CL2 ou 2 Step 9, comme on dit. Et là-dessus, il y a un business model qui est accessible. Et nous, alors chez Skydrone Robotics, c'est vrai que la région Aquitaine nous accompagne bien. On a touché pas mal d'argent de subventions pour aller dans une démarche de certification. Donc on est en cours de déposer ce qu'on appelle un DVR. On a aussi eu le go de la ville pour construire notre usine, en tout cas. Ça y est, on achète du terrain dans La Rochelle. Et donc, ça va te faire rire. On va suivre les pas d'Alexandre. Je ne sais pas si on va réussir à faire un bâtiment aussi beau que le sien, mais... Alors, je ne sais pas si ce sera aussi beau, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il a réussi quelque chose de très bien. Juste pour confirmer, DVR, Design Verification, qui est un concept, une vérification du concept de la machine par les ASA pour permettre de vérifier qu'il est bien conforme à la réglementation. C'est effectivement ça, ouais. Donc en tout cas, la suite, c'est on a un go pour le terrain depuis 1 mois. On démarre l'usine au 1er janvier 2024. Elle sera sortie de terre, si tout va bien, en janvier 2025. Nous, on voudrait multiplier par 5 la capacité de production des drones. En tout cas, c'est ça qui est prévu. On est bien accompagné par la région, bien par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et puis là, dans la petite actu, on a été sélectionné pour présenter notre drone à l'Elysée fin juin. Et d'ailleurs, j'ai appris en croisant mon copain Alex que lui aussi sera présent à l'Elysée. Donc du coup, félicitations à tous les deux, parce que très sincèrement, au moins, c'est de vous reconnaître votre activité et votre travail. Ça, c'est bien. Merci. Allez, merci. Eric Giraud, je suis directeur général du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Quel est l'objectif de venir sur un salon comme celui du Bourget ? Alors l'objectif, c'est de faire connaître notre communauté. Donc la communauté, ce sont les membres d'Aerospace Valley, du pôle de compétitivité. C'est aujourd'hui 835 membres, dont, puisque ça vous intéresse, 250, 260 dronistes, ou en tout cas affiliés à la filière drone. Ça peut être des opérateurs terrestres, ça peut être des fournisseurs de matériel, donc des constructeurs de drones, des centres d'apprentissage pour les télépilotes. Voilà. Donc ça, c'est la communauté de... donc l'idée, c'est de venir et de les faire connaître, donc de partager ce qu'est cette communauté. Qu'est-ce que ça apporte à un télépilote de drone ou à un exploitant de drone ou à un constructeur de drone d'être adhérent au pôle ? Alors qu'est-ce que ça apporte ? Donc la vocation des pôles, c'est de financer l'innovation. Donc finalement, ce que ça leur apporte, c'est qu'on va les mettre en liaison avec des dispositifs de financement de leur innovation, des dispositifs qui peuvent être nationaux, qui peuvent être régionaux, qui peuvent être européens. Donc puisqu'on va jusqu'au
jusqu'à l'échelon européen. Donc voilà, donc ça peut être du financement, comme je l'ai dit, national, régional et ou européen, donc des guichets différents, des exigences différentes. On va les mettre en relation avec ces financeurs, leur expliquer les règles du jeu, c'est-à-dire que en fonction du domaine dans lequel ils veulent innover. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, souvent, ces financements nécessitent d'être en consortium, pas tout seul. Et donc la communauté, 835 membres, ou donc ça peut être quelqu'un en dehors des drones, par exemple un fournisseur de moteurs électriques, fournisseur d'hélices silencieuses, un fournisseur de SAF, parce qu'on a un drone qui marche avec un moteur thermique qui pourrait être nourri par des SAF. Ça, le pôle va trouver des membres qui peuvent aller à bord de ce consortium et trouver le bon guichet de financement. En termes d'accompagnement, de financement ou d'appel à projet, comment se positionne le pôle? Comment on accompagne les personnes qui veulent se lancer dans ces domaines d'activité? Alors comment on accompagne? Comme je vous le disais, le premier point d'accompagnement, c'est mensuellement, on fait un état de tous les dispositifs qui sortent, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs. Un patron de PME ou d'une petite structure, les dronistes, c'est souvent des TPE, ils n'ont pas le temps à passer à essayer de comprendre tout ça, donc on le fait pour eux, on lit. Ensuite, on publie, donc ça c'est le premier niveau, un bulletin où on va décrire ces différents moyens d'être financés. Deuxième point, c'est que, comme on le dit souvent, on ne tient pas le crayon, c'est-à-dire que c'est aux membres de décrire ce qu'est son projet. Par contre, il y a une structuration dans le projet, il y a parfois une insuffisance technique qu'on peut les aider à combler ou trouver des partenaires. Ça, c'est le deuxième niveau d'intervention. Et ensuite, effectivement, il arrive qu'on participe indirectement à des jurys, donc qu'on puisse aider les membres à passer un certain nombre d'écueils. Alors, il y a quand même quelques belles réussites qui sont membres du pôle. Là, on voit un bel avion d'Elair qui est là-dessus. Je crois qu'il y a Boréal aussi qui fait partie du pôle. Oui, alors on a de belles réussites. Alors je ne vais pas 835 membres, donc effectivement Delair aujourd'hui, je ne vais pas dire est leader. Il est partiellement leader parce que son président a aussi souhaité créer la DIF. Et il est lui-même président de la DIF. Donc c'est important, c'est un secteur pour lequel il est important de se structurer aujourd'hui. Premièrement parce qu'au moins dans le domaine de la défense, le malheureux conflit ukrainien a montré toute l'importance des drones. Et donc il est important de se structurer, d'amener des moyens qui soient pertinents. Et je pense qu'il y a tous les savoir-faire en France. Ensuite, il y a d'autres filières qui peuvent, malheureusement, je dirais encore, les feux de forêt, pour lesquels on voit qu'il y a un intérêt significatif à avoir des drones pour aider les forces au sol, premièrement, pas aujourd'hui pour éteindre, mais déjà donner de l'information, c'est clé. Donc il y a probablement un autre domaine qui est celui de la logistique, puisque récemment l'EASA a ouvert la possibilité de déterminer des couloirs aériens pour les drones. Donc ça nécessite bien sûr, dès qu'on va évoluer sur des couloirs, d'avoir le niveau de sécurité pour ces appareils-là qui est important. Puis plus tard, il y aura l'IVTOL, mais là, je pense qu'il y a encore un step en termes de sécurité d'utilisation de ces appareils-là pour pouvoir être en trafic ou dans le domaine urbain. La réglementation drone, la nouvelle réglementation dite européenne, certains la vivent comme quelque chose de castrateur, d'autres disent que c'est formidable. Quelle est la position du pôle là-dessus ? Toujours pareil, une réglementation c'est forcément un cadre, donc les gens épris de liberté vont trouver que ce cadre les limite, et ceux qui attendaient enfin un cadre pour pouvoir structurer une offre, la réglementation c'est important parce que c'est l'interopérabilité, donc en plus si elle est européenne ça veut dire qu'on va pouvoir vendre à l'export ces dispositifs. Donc moi, je trouve positif qu'il y ait aujourd'hui une réglementation. Ça donne un cadre à tout le monde, ça donne les mêmes règles du jeu, et donc on peut aller proposer, et ça ouvre le marché. Ensuite, comment on peut aider? Toujours pareil, c'est-à-dire faire intervenir, c'est ce qu'on fait beaucoup. On organise beaucoup d'événements, donc tout domaine aéronautique, spatial, drone, mais c'est à peu près 130 événements par an, organisés par le pôle, en physique ou en digital. Donc faire intervenir pour la communauté les gens qui ont rédigé cette réglementation pour qu'ils l'expliquent, qu'ils expliquent les attendus, parce que c'est toujours pareil, c'est souvent quelque chose d'un peu indigeste. Donc voilà comment on peut intervenir. Mais c'est des règles du jeu, dès qu'on joue à un jeu, il y a des règles, et c'est une bonne chose qu'il y en ait. Il y a un site aussi internet du pôle, parce qu'il y a pas mal d'informations qui arrivent régulièrement, donc auprès des membres déjà, au moins en ce qui concerne les membres. Alors, il y a un site internet, mais sur le site internet, il est ouvert à tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, si ce n'est des informations sur ce que fait le pôle. Ensuite, on a, pour les membres,
On a une collectivité, nos réseaux sociaux propres, une collectivité qui s'appelle Connect, qui est animée par donc notre directeur délégué qui est Arnaud Rimoc. Et là, effectivement, tous les membres peuvent venir poster du contenu. L'équipe du pôle poste des contenus et on a beaucoup d'informations sur cette communauté Connect qui marche relativement bien. C'est l'une des collectivités, la collectivité drone qui marche le mieux, où il y a le plus de contenu. C'est là qu'il faut venir. Toute personne qui souhaite adhérer au pôle peut le faire ou il y a des conditions ? Alors il y a des conditions puisqu'il existe 3 pôles de compétitivité en France, aéronautique, spatiale, drone. Donc la première condition c'est d'être normalement sur nos territoires, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine et ou Occitanie, ce qui fait 25% du territoire national, ce qui est quand même déjà significatif. On est quand même autorisé, je décrirai les conditions, à avoir des membres en dehors de ces 2 régions. Donc si on est sur ces 2 régions, qu'on a une activité drone ou en rapport avec les drones, eh bien on peut postuler et ensuite votre candidature est soumise au conseil d'administration du pôle. Et ce conseil d'administration, c'est des entreprises, enfin des gens élus parmi les entreprises qui représentent donc les membres qui vont décider si oui ou non on vous accepte. Si vous êtes d'une autre région, vous allez pouvoir postuler de la même manière pour rejoindre cette communauté. Et là, effectivement, on va scruter un peu plus votre technologie, c'est-à-dire est-ce que vous amenez quelque chose à la communauté qui n'existe pas. Ça peut être aussi des parts de marché potentielles, puisque vous êtes intégrateur de drones et donc vous cherchez des fournisseurs. Et de la même manière, donc premièrement, l'équipe du pôle va dire ils sont intéressants, ces gens-là, même s'ils sont en PACA, ce qui n'est pas grave, mais ils amènent quelque chose qu'on n'a pas dans notre communauté. Et ensuite, le conseil d'administration va se prononcer. Alors, il y a plusieurs pôles en France. Est-ce qu'il y a un regroupement entre tous ces pôles-là ? Comment ça se passe ? Alors, est-ce qu'il y a un regroupement ? En tout cas, il y a un pilotage. J'étais avec eux il y a 2 heures, donc vous voyez, et on était à une belle cérémonie pour célébrer notre accord avec le GIFAS, c'est-à-dire qu'on fonctionne aussi avec le syndicat professionnel. Donc le GIFAS et les 3 pôles essayent de travailler de concert. Sur le domaine des drones particulièrement, c'est étendu à d'autres, à des clusters, qui n'ont donc pas le statut de pôle de compétitivité, mais qui regroupent des... Et donc il y a une espèce de... qui n'a pas de statut juridique, mais en tout cas on va dire de regroupement d'amis qui échangent des informations et qui essayent d'opérer un front, en tout cas uni, pour la défense, encore une fois, des dronistes français et de ce qu'ils peuvent faire en Europe. Est-ce que pour les auditeurs de Fréquence Drone, on pourrait peut-être expliquer la différence entre un pôle de compétitivité et un cluster ? Alors, un cluster, je vais commencer par le cluster. Un cluster, c'est généralement un regroupement d'industriels qui peuvent se regrouper sous forme d'une association et avec souvent peu de moyens. Les pôles de compétitivité ont la capacité à être subventionnés, c'est notre cas, subventionnés par des collectivités locales, subventionnés par l'État, mais pas que. Dans le cas des pôles de compétitivité, on a donc 70% aujourd'hui de notre financement qui est privé. Donc les cotisations des membres, mais aussi des contrats qu'on peut prendre pour remplir des missions. Et on a la faculté, donc nous, pôle de compétitivité, donc de remplir ces missions. Donc on est labellisé par l'État compte tenu des missions qu'on remplit, ce qui n'est pas le cas des clusters qui peuvent se proposer tous les 4 ans à devenir pôle de compétitivité, mais qui doivent donc répondre à un cahier des charges, ce qu'on fait nous, ce qui n'est pas le cas d'un cluster qui a un objectif et qui est louable de se créer en collectif pour créer du business. Voilà la différence. Donc il y a quelques clusters qui franchissent le pas. Tous les 4 ans, encore une fois, le titre est remis en jeu, puisque l'État remet à jour les cahiers des charges des pôles et il faut recoller au nouveau cahier des charges des pôles et de nouveaux pôles peuvent se créer, donc partant d'un cluster par exemple sur des régions où il n'y en aurait pas. Bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous et puis donc longue vie à Fréquence Drone. Merci beaucoup et bon salon. Merci, au revoir. Bonjour, Olivier Carreau, je suis le responsable de la société Objectif Drone qui fabrique des drones de pulvérisation pour le nettoyage des bâtiments et on est situé sur Argelès-sur-Mer à côté de Perpignan. Bien, Olivier, donc tu es sur le salon en tant que visiteur ou en tant qu'exposant ? Complètement visiteur et ça fait du bien d'ailleurs d'être simplement spectateur. Et ça fait très longtemps, le dernier salon que j'ai fait du Bourget, j'avais 25 ans. Donc j'en ai 54, j'en ai loupé quelques-uns et je suis ravi d'être revenu. Non, c'est vrai que c'est magnifique, surtout quand on vient du côté des constructeurs, des exposants, plutôt que du côté des visiteurs ouverts au public, quoi, je veux dire. Bah ouais, ça par contre, voilà, je voulais absolument venir pendant les journées pro,
Parce que par expérience, enfin, pour me souvenir, les journées du week-end, c'est l'enfer. Hein. Donc là, au moins, on en profite. Ah bah déjà, ce matin, on a pu avoir un aperçu, hein, parce qu'il y avait des embouteillages sur pratiquement 4 km ce matin. Donc, Ah oui, moi c'est pareil. Moi, je me suis paumé. Enfin bref, on a mis presque 1h30 pour faire, je sais plus, 18 km entre l'hôtel et ici, quoi. On est bien dans nos régions. Hein. Oui. Clairement, oui. Qu'est-ce que tu as vu de beau ici sur ce salon ? Bah, la première journée, je me suis un petit peu focalisé sur les démos extérieures parce que j'avais peur que demain il fasse pas beau. Donc j'ai juste commencé les halls. Mais déjà, j'ai vu donc toutes les démos donc, extérieures et j'ai commencé à faire les stands. Et là, je suis plutôt étonné de voir autant de régions finalement avec une histoire aéronautique, avec des fabricants. Et c'est sympa. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de pros dans l'aéronautique, dans les régions comme je vois l'Occitanie. Bon, alors, il y avait Toulouse, certes, mais enfin, on voit des régions Pays de Loire. Il ne faut pas dire que ce soit forcément des pays forcément très liés à l'aéronautique. Et on découvre en fait qu'il y a plein de boîtes. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ces genres de salons. Il faut se dire aussi une chose, c'est que le drone, c'est pas que du télépilotage. Pour faire un drone, toi tu es bien placé pour savoir, il faut le construire. Donc il y a besoin de pièces détachées, il y a besoin de pièces à usiner, il y a besoin d'électricité, d'électronique. Voilà. Ah mais c'est vrai que quand on voit tous ces stands, il y a même des choses, même si on est un petit peu intéressé à la chose, il y a des choses où on se demande à quoi ça sert. Et c'est vrai que c'est incroyable, hein, cette industrie autour de l'aéronautique, c'est vraiment incroyable. On comprend que c'est quand même un sacré domaine très pointu. Oui, et c'est ce qui sauvera peut-être une partie de notre économie. Oui, c'est pour ça que, il faut faire attention avec l'aéronautique, l'écologie et compagnie, mais enfin, n'oublions pas que ça génère quand même et du boulot et du chiffre d'affaires et de l'activité. Hein. Donc oui, il faut faire attention sûrement, mais quand même, quand on voit ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, de travail et d'avenir, on ne peut pas tout jeter non plus, quoi. Eh bien écoute, merci Olivier, merci de t'être arrêté sur le stand et je te souhaite un bon salon. Merci Thierry, à bientôt. Merci. Bonjour, moi c'est Guimard Joshua, l'entreprise Atelier Silfra. Je suis venu au salon du Bourget pour pouvoir un peu trouver des nouveaux produits. Je suis télépilote de drone, donc pour pouvoir utiliser des drones et voir ce qui se fait sur le marché, pour faire de la concurrence un peu à DJI. Et trouver aussi peut-être des nouveaux prospects, des nouvelles applications, des nouveaux produits. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors l'atelier Silfra est spécialisé dans l'image du bâtiment, donc on utilise le drone comme un outil pour modéliser des bâtiments existants, faire un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, de l'inspection, de la topographie, du lidar et aussi de l'image de synthèse. Du coup ça se relie aussi avec le drone puisque on peut relier une 3D dans une 3D d'un terrain existant. Voilà. Alors, tu es aujourd'hui sur le salon en tant que visiteur ou en tant qu'exposant ? En tant que visiteur. Voilà, l'entreprise a 1 an, donc pour l'instant, je découvre. D'accord. Quel est l'objet de ta visite ici alors ? Trouver des nouveaux prospects, des nouveaux produits, des drones, des applications, du matériel pour pouvoir avoir de nouvelles idées aussi à proposer à mes clients. Et tu as trouvé des choses intéressantes ? Pas énormément dans le drone, malheureusement. Beaucoup en avion, mais pas en drone, pas trop. Et quand tu dis pas énormément en drone, c'est pourquoi ? Parce que derrière, tu avais une idée préconçue de ce que tu recherchais ou... C'est plus aussi une préparation à l'UAV Show pour moi, puisque j'aurai un stand à l'UAV Show. Donc je viens ici pour prendre un peu des idées, voir comment il faut exposer les choses et exposer son travail aussi. Donc, tu sais qu'on sera à l'UAV Show aussi. Bien sûr, c'est pour ça que je viens de voir Thierry. Et donc il faut que tu te prépares à faire une autre interview. Hein. Exactement. Bon écoute, je te remercie, je te souhaite un bon salon et à l'UAV Show à ce moment-là. Très bien, à bientôt. Eh bien voilà, toute bonne chose ayant une fin. Le salon vient de se terminer, le Bourget c'est fini, rendez-vous pour la prochaine édition. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi j'ai passé un agréable moment en compagnie de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes ces sociétés formidables. Et je serai au salon UAV Show. N'hésitez pas à venir me rencontrer, j'aurai un grand plaisir à nouveau à vous interviewer ou à vous faire partager des moments forts de toutes ces personnes qui font le quotidien du drone. Merci beaucoup, merci, à très bientôt, au revoir.